Alors Laurent Luyat, donc vous êtes l'homme des grands rendez-vous sportifs de France Télé, mais alors ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que vous avez donc une passion qui dépasse celle que vous avez pour le sport, c'est la variété française. Oui. C'est elle qui vous a fait aller vers la télévision ? En fait, quand j'étais tout petit, je vous mens pas, à 10 ans, je faisais mes émissions de variété. Alors c'était de la télé, c'est-à-dire qu'il y avait une caméra en face de moi, et tous les jours, donc je faisais un conducteur avec des chanteurs, et je lançais les disques sur mon électrophone, je faisais les interviews, et je faisais ça tous les jours, une demi-heure après le déjeuner et avant de repartir à l'école. J'ai fait ça pendant plusieurs années, j'étais passionné par ça. Et vous avez eu l'occasion de le faire aussi un petit peu réellement à la télévision, notamment avec Laurie Tillman. Vous avez présenté quelques émissions de variété. Ça a été un bonheur énorme. Et vous aimeriez aller un peu plus vers ça maintenant, lâcher un peu le sport ? Alors, c'est vrai que j'adore toujours les événements sportifs. Bon, là, cette année, il y a Roland-Garros, il y a le Tour, il y a les championnats du monde d'athlétisme à Tokyo, au mois de septembre. Mais c'est vrai que le divertissement, c'est vraiment ma passion. Et alors, malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'émissions de variété à la télé. Donc, et c'est plus difficile en audience, faut le dire aussi. C'est plus difficile. Peut-être qu'il faut repenser un petit peu ça. Il y a peut-être des idées à creuser. Et alors, l'une de vos idoles de jeunesse, Jean-Luc Lady, c'était bien sûr lui. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Et alors, vendredi soir sur France 3, Laurent Luyat, vous nous proposez de revivre ces années 80. Il y sera, Sardou. Il y sera évidemment dans un grand documentaire de près de 2 heures, 2 heures qui mêle la musique de l'époque ou grands événements de société, avec de vrais changements dans les médias. Ça, évidemment, ça m'a intéressé avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 81, qui marque aussi un grand ménage dans les visages de la télévision. Il y en a pas mal qui ont sauté à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, les socialistes, quand ils sont arrivés au pouvoir, ça faisait 23 ans qu'ils n'avaient plus régné, et effectivement, ils ont fait une chasse aux sorcières, comme on dit. Ils ont tout changé à la télévision. Les patrons, les directeurs de l'information, etc. Et les animateurs. Et même les animateurs, c'est-à-dire tout ce qui représentait le pouvoir giscardien, on va dire, dégagé. Donc il y a eu notamment Guy Lux, Daniel Gilbert, on s'en souvient, en larmes. Et c'est là que sont arrivés des droits de réponse, les enfants du rock. Droits de réponse de Pollack. Voilà, une autre télévision, alors qui a quand même balbutié au début, parce que les audiences de TF1 se sont effondrées, de France 3. Il y a eu Antenne 2 à l'époque qui a résisté, mais ça a été compliqué. Qui a résisté notamment grâce à Michel Drucker. C'est à cette époque qu'il a lancé Champs-Élysées. Exactement. Toute la décennie des années 80, ce sera Champs-Élysées. C'est ça. C'était Pierre Desgroupes, le patron d'Antenne 2, qui est allé prendre Michel Drucker de TF1 pour l'amener le samedi soir. En fait, il vire Guy Lux et il prend Michel Drucker. Et puis, vous l'avez dit, les années 80, c'est aussi une période de grande liberté, avec l'arrivée notamment de Michel Pollack, droit de réponse. Et alors, vous avez sélectionné notamment une archive de Sheila qui se fait quand même copieusement critiquer par des petits jeunes. Ça changeait des émissions des Carpentiers, quoi. Là, c'était autre chose. Ça, en fait, les émissions de débat, il y avait les dossiers de l'écran, apostrophe. Alors, ils disaient des choses très intéressantes, évidemment, mais c'était quand même assez sage. Oui. Là, avec Pollack, alors d'abord, il a invité des journalistes de l'Humanité jusqu'à minute dans cette émission. Donc, c'était la foire d'empoigne, ça fumait. Il y a des extraits d'émissions où on voit à peine les gens, tellement il y a de la fumée, en fait. Et Sheila, elle était opposée à des lycéens qui en fait ne l'écoutaient pas, mais la dédaignaient totalement, en fait. Et la pauvre, et je crois qu'il y avait aussi Pierre Desproges, qui la défendait, Josiane Balasco, qui était même là pour la défendre, tellement elle était attaquée. Vous vous souvenez, vous, de ces émissions, Jean-Luc, vous regardiez ou pas du tout ? Si, je regardais, c'était très déstabilisant parce qu'on avait une télé qui était très aseptisée et d'un seul coup, il y avait des aspérités, il y avait des gens, nos idoles se faisaient brûler en public comme Sheila ce soir-là, mais c'était passionnant. Et puis des gens aussi qu'on n'avait pas vus, comme Gainsbourg, qui avait lui aussi une liberté. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire que quand Gainsbourg brûle un billet de 500 francs, alors ça choque à l'époque, mais ça n'a pas des conséquences dramatiques, en fait, finalement, pour lui. Alors qu'aujourd'hui, ce serait un lynchage total et il serait mort, en fait. Plus invité. Et puis, c'est aussi l'arrivée des radios libres. La fin des radios pirates. Dans l'anarchie totale. Et la naissance de la musique qu'on peut écouter seul dans son coin. Écoutez cette archive. On voit en France des hommes et des dames aussi bien qui ont sur les oreilles un casque leur permettant d'écouter la musique même dans les bruits de la circulation. Ce sont des Walkmen. Vous avez sûrement croisé au détour d'une rue un de ces personnages bizarres coiffés d'un drôle de casque. Mais n'ayez pas peur, ils ont simplement un Walkman. Et alors, vous racontez que déjà à l'époque, on avait peur que les jeunes se coupent du reste du monde. C'est ça.
avec dans les oreilles, voilà, qui s'isole complètement, que ça allait complètement aliéner cette jeunesse. Vous imaginez? C'était pas faux. C'était les débuts. Et alors pour la première fois, grâce à la naissance du Top 50 sur Canal+ et Europe 1, on va avoir des classements. Ouais. Et alors vous avez dégoté une archive amusante du directeur des programmes de Canal+ de l'époque, Alain de Greff, ça j'ai adoré. Il raconte les débuts du Top 50. On ne savait pas quelle allait être notre douleur, donc on a créé le Top 50 et on a eu les vraies ventes. Et là, on s'est rendu compte que nos contemporains français avaient un goût de chiotte en matière de disques qui était absolument ahurissant. Et pendant les 11 premières semaines, il a fallu se fader en numéro 1, Peter et Sloan. C'est quand même génial. Ça, c'est génial, cette archive, Laurent Luyat. Parce que c'est vrai qu'il y avait les hit parades avant, des radios, et certains disaient qu'il y avait des combines avec les maisons de disques. C'était basé sur les appels des auditeurs. Ouais, le courrier, les appels, etc. Et c'est vrai que bon, ça a traficoté un petit peu. Et là, Canal, en plus, alors les dirigeants de Canal, qui étaient des fans de rock, voilà, qui détestaient un peu la variété, se sont dit on va faire les ventes réelles et on va avoir numéro 1 Bruce Springsteen, derrière les Rolling Stones, etc. Et ils font le premier, bang, Peter et Sloan, indétrônable, effectivement, pendant 3 mois. Je me permets de préciser que c'est un tube européen, hein. C'est nous qui l'avons diffusé l'été 84. Peter et Sloan avant tout le monde, et c'est pour ça, c'est grâce à ça ou à cause de ça que c'est devenu un tube, parce que ça passait 5 fois par jour. C'était le chouchou du mois de juillet. Oui, puis il y a eu viens boire un petit coup à la maison, etc. Ouragan de Stéphanie. Enfin, ils ont dû regretter d'avoir fait le Top 50, je pense. Revivez ces années-là, parce que franchement, vous êtes allé chercher. Je sais que vous avez bossé vous-même fortement à aller chercher toutes ces archives. Il y a un boulot énorme parce que c'est 2 heures d'archives. Ouais, c'est vrai que c'est énorme. En même temps, bon, c'est passionnant, mais ça représente, je pense, ce documentaire, 4-5 mois de travail vraiment intense. Mais pour les archives, pour aller trouver des archives jamais revues, etc., en fait, faut aller fouiller. Faut aller regarder des JT, des émissions. Et là, on trouve une pépite, 30 secondes, 40 secondes, et ça fait la différence. Et c'est la chance d'avoir Lina aussi, pour pouvoir aller chercher toutes ces archives. Revivez-les, les années 80, une génération de tubes, c'est vendredi à 21h05 sur France 3. Et alors, en plus du documentaire qu'on verra vendredi, vous venez de tourner dans le massif du Mercantour, là, Laurent Luyat. Le nouveau jeu d'aventure de France 2, ça s'appelle L'Anneau. Comment ça s'est passé? Parce que vous avez terminé là ce week-end. Hein. Voilà, je suis revenu samedi après-midi, cuit, littéralement, mais c'était extraordinaire. On a vécu plus de 2 semaines cette aventure. C'est une grande première, un jeu d'aventure extrême sur France Télévisions. C'est une grande première. Puis dans le froid, on n'a pas l'habitude en fait. Hein. D'habitude, les jeux d'aventure, c'est sur des îles. Je ne vous le cache pas. J'ai fait des plateaux à moins 10 degrés avec la neige pendant 2 heures qui me tombait dessus. Mais on a des images extraordinaires, des candidats hyper motivés. Il faut attendre l'hiver prochain, plein de choses. C'est ça? Oui. Parce que forcément, France Télévisions, on va pas le diffuser l'été, quoi. Ce sera l'hiver prochain, avant les JO de Milan. Et alors, on vous retrouve aussi de temps en temps, après le journal de France 2, dans le jeu Mot de passe, présenté par Laurence Boccolini. D'ailleurs, vous allez filer tout de suite à l'enregistrement de nouveaux numéros. Vous l'avez fait samedi, je sais. Je l'ai fait samedi, et c'est assez génial à faire. C'est assez marrant à faire. Super. Donc, vous allez passer une bonne journée. Je vous laisse filer, Laurent Luyat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Un grand merci à vous pour votre accueil. Et bravo pour votre émission. Bravo, Laurent Luyat. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, le journal des médias de Julien